Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle émission Si jeudi aidant. Nous accueillons aujourd'hui Anaïs et Sophie. Alors, elles ne se connaissaient pas il y a quelques années, mais elles ont en commun d'être devenues aidantes à des âges où l'on est habituellement étudiant, ou en recherche de son premier emploi, où on est jeune actif ou encore tout jeune parent. Bref, elles sont devenues aidantes à des âges où l'on est encore en pleine construction de sa vie d'adulte. Elles se sont retrouvées jeunes adultes aidantes. Anaïs et Sophie, bonjour et merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Anaïs, vous aviez à peine 30 ans quand votre mère a eu un diagnostic d'une maladie neurodégénérative. Vous vous êtes retrouvée seule avec votre sœur de 4 ans de moins que vous à vivre, à essayer d'aider votre mère à distance, sachant que votre mère habitait loin, enfin, que du coup vous habitiez aussi loin de votre mère, et qu'en plus elle était dans un refus d'aide et refus de tout suivi médical. Est-ce que du coup, vous pouvez un peu nous raconter comment cela s'est passé pour vous? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Moi, j'ai 35 ans et effectivement, ça va faire 5-6 ans qu'on accompagne notre mère qui a aujourd'hui 70 ans, et qui a une maladie neurodégénérative depuis 5-6 ans. Alors aujourd'hui, c'est plus clairement Alzheimer. C'était pas le cas il y a 3-4 ans. Ça a été compliqué d'avoir un diagnostic. Puisqu'en fait, ma mère a une maladie neurodégénérative plutôt frontotemporale. Donc, c'est-à-dire qu'elle a des réactions, en tout cas un comportement qui est difficile à gérer, puisqu'en plus des troubles, en tout cas des pertes de mémoire, euh, des symptômes d'Alzheimer, en fait, qui avancent au fur et à mesure des années, il y a un trouble du comportement plutôt lié à de la paranoïa ou en tout cas liée à la perte de mémoire qui fait qu'en fait, elle était très parano avec nous et elle nous a pas permis de l'aider dès le début. Ça a été très, très compliqué avec ma sœur. Et elle a lutté beaucoup elle était beaucoup dans le déni. Elle a lutté beaucoup aussi pour rester indépendante longtemps, même si elle n'y arrivait pas parce que voilà, il fallait gérer derrière son dos les choses qu'elle n'arrivait pas plus à faire. Des devis signés ou des choses comme ça, notamment, ou des factures à payer. Et donc, ça a été très compliqué pour ça. Et ajouter à ça, effectivement, la perte de capacité, la perte d'autonomie, la perte de mémoire au fur et à mesure, comment il faut s'adapter en tant que jeune femme. Ma sœur a 4 ans de moins que moi et toutes les deux, aujourd'hui, on est des jeunes trentenaires, on travaillait à l'époque. Euh, et il a fallu s'adapter, effectivement. Alors, ouais, ça a été dur aussi parce que c'est aussi une perte de notre mère et de la personne qu'on connaissait. Donc voilà, ça c'est ce qui est le plus dur, je trouve. Alors nous, c'est particulier par rapport à d'autres jeunes aidants et aidantes, c'est que nous, notre mère est encore chez elle depuis 5-6 ans, donc ça avance assez lentement finalement. Donc on n'a pas encore l'expérience de l'EHPAD, ni l'expérience du soin 24 heures sur 24, puisqu'en fait on travaille dans d'autres villes et on vit dans d'autres villes. Et donc, on l'accompagne à distance, qui est aussi une difficulté parfois. Et voilà, on n'a pas décidé forcément d'aller habiter dans la ville de notre mère pour plein de raisons, et notamment de se protéger. Et donc voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, elle est de plus en plus en perte d'autonomie. Donc je pense que cette année, il va falloir penser à, à une solution pour pas qu'elle vive seule. Donc voilà, c'est quelque chose dont on va s'occuper. Vous avez dit que forcément la maladie avait eu un gros impact dans la relation avec votre sœur. Alors, vous entendiez très bien avec votre sœur, donc vous aviez pu bien, entre guillemets, vous articuler l'une et l'autre. Mais par contre, vous vous étiez sentie parfois incomprise par d'autres membres de votre entourage, certains proches qui vous reprochaient de ne pas avoir appelé votre mère alors que votre mère l'avait oublié, des choses comme ça. Oui, c'est difficile en fait. Là, on s'est senti très seul avec ma sœur. C'est notamment avec les troubles temporels qui influent sur le comportement et qui font que notre mère s'est isolée en fait de tous ses amis et de la famille, puisqu'en fait elle, comment dire, c'est difficile à expliquer. Elle s'est pris la tête. Enfin, en tout cas, elle prenait mal des choses qui n'ont jamais existé. C'est-à-dire qu'elle imagine les gens lui parlaient mal, tout simplement parce que peut-être cette personne était fatiguée ce jour-là. Et donc, du coup, elle s'est coupée, elle s'est isolée de pratiquement tout le monde, puisqu'elle était un peu insupportable aussi, il faut le dire.
Elle n'est pas facile à gérer. Et donc, du coup, on s'est retrouvés très seuls. Et parce qu'en fait, elle répète effectivement les choses. Enfin, voilà, on se rend compte que nos proches n'étaient pas. Il y a eu un déni très fort de leur part. Un manque de formation, d'information. Il a fallu faire de la pédagogie. On s'est retrouvés, en plus d'être aidante, à devoir accompagner aussi nos proches là-dedans. Alors, ils étaient beaucoup là. Il y a des choses qu'on ne savait pas aussi. Hein. Notre mère appelait beaucoup tout le monde. Elle était très pesante. Enfin, voilà. Et ça a été difficile, je pense, pour tout le monde, et notamment notre famille. Mais c'est vrai en tout cas, moi, j'ai la sensation qu'on s'est retrouvés seuls face à ça. Et, et voilà, et les amis parfois sont un peu maladroits, ils font un peu ce qu'ils peuvent, et je pense que effectivement, ils partent parfois de l'a priori qu'on n'est pas là parce que notre mère leur dit le contraire. Et bon, aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris parce que ça fait maintenant 6 ans, donc à force de discussion. Mais voilà, il y a un manque je pense, de pédagogie de ce qu'est vraiment Alzheimer. C'est pas juste la perte de mémoire, c'est aussi des comportements qui changent. Voilà, c'est un rapport au monde, un rapport aux autres qui change, et du coup, on n'est pas habitué. En fait, voilà. Et vous m'aviez aussi dit dans nos échanges que avec votre sœur, vous étiez vraiment parti sur du système D parce que rien ne fonctionnait, donc vous essayez des choses. Voilà, l'une avait plutôt un rôle par rapport à votre mère, l'autre, vous étiez un peu répartis les rôles. Ça se passait mieux, si j'ai bien compris, dans la relation entre votre sœur et votre mère, et donc les choses étaient plus facilement entendues quand c'était votre sœur qui le présentait. Donc vous étiez répartis un peu les choses, et puis vous essayiez de la protéger à distance en regardant ce qu'elle avait pu contracter. Vous m'aviez parlé de gros devis pour des choses dont elle avait absolument pas besoin, pour lesquelles elle s'était fait escroquer. Donc vous aviez récupéré ça et essayé à distance de gérer tout ça. Oui, c'est un peu, alors je pense que pour en avoir parlé avec d'autres aidantes et d'autres aidants, effectivement, c'est des moments un peu compliqués aussi parce que, enfin, chaque situation est très compliquée et très difficile, mais c'est des moments compliqués parce qu'il faut tout gérer à distance. Et que c'est quand ils sont seuls chez eux et quand ils commencent à perdre en autonomie et en capacité qu'ils font plein de bêtises malgré eux. Et du coup, il faut pouvoir gérer par derrière. Et ça demande effectivement une organisation, ça demande d'être présente aussi assez souvent par téléphone, ce qui n'était pas tout à fait mon cas. Moi, pour le coup, c'est un années parce que je travaillais beaucoup. Donc, c'est ma sœur qui a pris en charge ces choses-là. Moi, j'y allais. Et donc, effectivement, on a un rôle différent. En tout cas, en lien avec notre mère, parce qu'on a des personnalités différentes aussi et que du coup, on a un rapport à notre mère différent. Mais je pense qu'on est assez complémentaires et on se soutient beaucoup, surtout. Voilà. Après, c'est extrêmement difficile, je trouve, d'être aidante en travaillant 35 heures, voire 40 heures par semaine et en étant impliquée dans un travail, en fait. Je vivais à Paris à ce moment-là et j'avoue que j'arrivais pas. Mentalement, c'est extrêmement difficile, quoi. Alors, pour en avoir parlé avec d'autres aidants aidantes, dans les premiers groupes et d'échanges qu'on a eus dans le collectif, il y en a certains qui ont dû changer de métier parce que c'était pas possible, en fait, de gérer, d'être aidant et en même temps d'avoir une carrière à mener. Il fallait revoir un peu ses ambitions pour pouvoir gérer aussi ça, en fait. Donc, voilà, je pense que c'est une spécificité aussi de notre âge qu'il faut revoir aussi. Voilà, il faut revoir plein de choses de projets personnels ou d'ambitions qu'on a pour pouvoir mener de front aussi cette bataille-là. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être soutenu et accompagné par les professionnels? Alors les médecins avec notre mère, ils étaient un peu perdus parce qu'en plus elle a un caractère assez fort, voilà. Donc sa gérontologue était pourtant très fine et parfois elle a été souvent un peu perdue, mais et, ouais, je crois que c'était compliqué. Enfin, on a senti que notre mère était un personnage compliqué et que du coup, ça n'aidait pas dans son accompagnement. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce elle va à l'accueil du jour, elle a des aides à domicile. Je pense parce qu'elle a perdu un peu en autonomie et donc elle accepte un peu plus. Enfin, j'ai l'impression elle se rend compte qu'elle peut plus trop, donc elle accepte qu'on l'aide un peu plus. Mais non, par contre, ce qui vraiment était, enfin, voilà, je vais vous lancer des fleurs, mais enfin, moi, ce qui m'a beaucoup aidé en tout cas, c'est de rencontrer l'association Delta 7 et de pouvoir aussi me former, avoir une psychologue à l'écoute et avoir des groupes aussi, à rencontrer d'autres aidants aidantes. Ça a été salvateur je crois que ça fait 3-4 ans maintenant. Enfin, c'était ouais, sans commune mesure avec le lien avec les médecins qui étaient eux perdus. Enfin là, j'avais l'impression d'avoir des réponses, j'avais l'impression que enfin, pour le coup, la psychologue Émilie Gabillet avait des réponses aussi pour nous quand on était un peu désemparés.
Vous m'avez aussi accompagné au niveau pratique. Enfin voilà, vous avez une information un peu, vous avez un peu l'information globale, donc voilà, ce que n'avaient pas les médecins et ce qu'ont pas les médecins en fait. Donc voilà. Et les assistantes sociales, ça dépend des assistantes sociales. Enfin, voilà, il n'y a pas d'informations Mm. réunies au même endroit, donc c'est toujours un peu compliqué de l'avoir aussi Mm. et de la trouver. Et donc, du coup, ce qui vous a aidé, c'est de comprendre la maladie. Parce que là, je pense à tous les aidants qui débutent dans leur parcours d'aidant. Voilà, quels sont des petits trucs qui vous ont permis d'avancer, vous? C'est vrai que ça a été de pouvoir comprendre la maladie, pouvoir avoir un espace d'écoute. Oui, je pense que la formation sur la formation sur Alzheimer, sur les symptômes, sur la maladie, comment elle se déroule, je pense que c'est important de mettre des mots, de savoir un peu ce qui va se passer chez son proche. Alors, ça fait pas tout. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est les échanges avec les autres aidants aidantes. Euh, Pas forcément toujours, enfin, surtout les jeunes aidants aidantes, parce qu'on se retrouvait dans des mêmes situations similaires. Et là, l'échange de pratiques a été, c'est là-dessus que enfin, pour le coup, c'est vraiment dans le collectif que je pose mes questions quand j'ai besoin. Je suis vraiment à l'écoute pour justement me dire, ah oui, donc quand ça sera mon cas, il faudra que voilà, donc c'est vraiment, ouais, l'échange de pratiques dans le collectif. Et puis surtout de se dire qu'en fait, ce que je vivais était, enfin, la manière dont je le vivais était à peu près normale. Parce qu'au début, je me dis, mais pourquoi tu es si mal parce que tu es en train de perdre ta mère et parce qu'en plus, il faut gérer tout ça. Et en fait, quand j'ai rencontré d'autres jeunes adultes aidants, je me suis rendu compte, j'ai un peu déculpabilisé, un peu relativisé en me disant, ah oui, c'est un peu normal. C'est un peu dur quand même, voilà. Mm. C'est vrai que la particularité de ce que vous vivez, enfin, l'âge que vous avez, va à l'encontre de ce que vivent habituellement les jeunes de vos âges. Enfin, ils ont pas, voilà, ils ont une certaine insouciance. C'est ce que je disais en introduction. Soit ils démarrent dans la vie active, soit ils démarrent dans leur vie de parents, etc. Et c'est difficile, j'imagine, de retrouver de la compréhension de ce que vous traversez, de ce que vous vivez au quotidien. Oui, Mm. oui, oui, c'est un âge où on n'est pas prêt à ce que nos parents disparaissent déjà petit à petit et surtout que les rôles s'échangent. En fait, on devient le parent, ils deviennent un peu nos enfants parce que du coup, il faut s'en occuper un peu comme des enfants à un moment donné. Et du coup, on n'est pas préparé à ça, effectivement. Voilà, après, c'est la vie. Hein. Je pense que tout le monde vit des choses difficiles, mais c'est en plus la charge mentale surtout. Je pense qu'au-delà de l'aspect sentiment et difficulté en fait de perte de quelqu'un et de deuil blanc, parce qu'en plus c'est ça aussi, c'est une maladie qui va en se dégénérant, donc ça peut durer longtemps. Et ça, c'est pas forcément aussi, c'est dur, quoi. Au-delà de ça, il y a aussi la charge mentale, effectivement. C'est-à-dire qu'en plus, on a un parent à charge, quoi. C'est voilà. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est pas le cas de tous les trentenaires, heureusement. Et surtout quand en plus on a une famille, voilà, ça se rajoute au reste. Et un petit mot aussi par rapport à la conciliation vie d'aidant et vie professionnelle. Comment ça s'est passé pour vous? Ça a été compliqué parce que moi, mon travail me prenait mentalement beaucoup de temps, donc je j'arrivais pas. J'arrivais juste pas à dédier du temps à mère parce que pour moi, c'était voilà. Et donc, il a fallu à un moment donné où ma sœur m'a un peu tiré la sonnette d'alarme, il a fallu que je fasse une demande au sein de mon travail d'avoir un jour par semaine pour pouvoir m'occuper de ma mère ou m'occuper en tout cas des tâches administratives. Et ça a été très difficile pour moi de le demander parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de congé d'aidant. Et alors je travaillais pour une association et elles m'ont permis, mais ça a été, il a fallu présenter à tout le monde là, en réunion d'équipe mon cas. C'était très difficile pour moi. Je me sentais pas du tout protégée. Enfin, ça a été un stress, un gros stress, et que je pense que j'aurais pu m'éviter avec le congé aidant. Mm. Voilà. Donc ça a été difficile, ouais. Et là, je suis actuellement au chômage parce que je suis malade. Mais dans mon prochain travail, je pense que j'essaierai de trouver un travail qui me permette, en fait, en tout cas, de pouvoir concilier, d'avoir une charge mentale moins lourde. Ouais. Mm. Sophie, de votre côté, vous aviez 22 ans quand votre père a été diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Vous veniez en plus tout juste de perdre votre maman et donc vous étiez dans une situation de fragilité à cette époque-là. La vraie maladie, entre guillemets, de votre père a été diagnostiquée 4 ans plus tard. Donc, il était atteint de la maladie à corps de Lévy. On a eu l'occasion d'en parler lors d'une précédente émission. C'est une maladie voilà, qui
commence à être connu, mais pour certains parcours, pour certains aidants, c'est vraiment le parcours du combattant, tant que le diagnostic soit posé, etc. Donc pour vous, Sophie, ça a été quatre années un peu d'errance diagnostique. Ensuite, enfin, donc, il y a quelques années, votre père est entré en EHPAD parce qu'à l'époque, il y avait des travaux chez lui, qu'il vivait très très mal. Il avait l'impression de se retrouver du temps de la guerre. Vous m'aviez dit ça quand on avait eu l'occasion de faire connaissance. Donc voilà, vous l'aviez confié à un établissement près de votre lieu de vacances familial. Donc les premiers mois se sont bien passés parce que vous arriviez à vous relayer les uns les autres. Et puis ensuite, la rentrée est revenue et là, les choses sont un peu dégradées et votre père, votre père a commencé à décliner. Et donc, vous avez décidé en famille de faire un parcours assez inhabituel, de prendre la décision de sortir votre père d'EHPAD pour le ramener chez lui et réorganiser tout un maintien à domicile. C'est d'ailleurs pour ça, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on avait fait connaissance pour la première fois. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment s'est passé tout ça? Comment est-ce que comment vous êtes organisé à l'époque? Oui, alors déjà bonjour à tous. Le retour a été à la fois difficile et pas aussi compliqué que prévu. Là où ça a été très difficile, c'est que bizarrement, donc l'EHPAD nous a entre guillemets énormément abîmé notre père. Et il convenait avec nous très facilement que l'établissement ne lui convenait pas. Il y a un moment donné, c'est même eux qui voulaient un petit peu nous pousser vers un autre établissement ou vers la sortie. Et sauf qu'au moment où j'ai vraiment voulu mettre en œuvre ça, je me suis sentie retenue. Donc ça, c'est aussi une particularité un peu étrange qu'on n'imagine pas forcément. Donc la première difficulté pour le retour à domicile, ça a été ça, en fait, tout simplement d'essayer de pouvoir le récupérer. Les autres contraintes que j'ai eues, c'est qu'on n'est pas forcément entouré, pas forcément aidé pour faire cette démarche-là. Déjà parce que c'est assez inhabituel, donc ça fait peur aux gens, ça fait peur aussi dans la famille, aux personnes qui nous entourent. Et du coup, là, dans mon cas, dans la fratrie, ça a créé beaucoup de tensions aussi pour ça. Je n'ai pas forcément été soutenue dans ce choix-là par tout le monde. Après, il y a un moment donné, voilà, quand j'ai montré suffisamment de confiance et d'envie d'aller dans cette direction-là, parce que c'était juste impératif, en fait. Pour moi, c'était aussi vital pour lui que pour moi. Là, il y a un moment donné, les choses ont commencé à se mettre en place petit à petit. Donc, le retour à domicile s'est plutôt bien passé, du coup, par rapport au mois précédent, dans le sens où, et lui et moi, je pense qu'on était juste tellement soulagés qu'il soit de nouveau à domicile, qu'il y a une pression immense qui est tombée. Lui, il a plein de symptômes qui d'un seul coup, sont énormément adoucis. Je ne dis pas que ça a été facile, parce que ce n'est pas le cas, c'est encore compliqué pour plein de raisons. Je n'ai pas forcément réussi du tout à remettre en place des aides à domicile tout de suite, parce que c'est vrai que oui, ce que j'ai oublié de dire, il y a un moment donné, quand même, le projet, si, c'était de se dire on rentre à la maison en urgence, quoi qu'il arrive. Mais j'étais encore très poussée à ce moment-là, c'est vrai, à retrouver un autre EHPAD. Et même moi, en fait, au début, je pensais que j'y arriverais pas, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai réussi à le ramener à domicile. Mais voilà, avec encore l'idée de se dire, bon, on continue de chercher un EHPAD, voilà, quand même, parce que c'est peut-être ça qui est le plus raisonnable quand même, et puis de se couvrir au cas où, si jamais ça ne marche pas. Voilà, et là, c'est dans les recherches d'EHPAD où je me suis rendu compte que, à force de les visiter, je reconnaissais tous les travers dans lesquels on allait retomber. Et petit à petit, je me suis rendu compte, voilà, c'est le domicile. Ça a duré comme ça pendant 6 mois. On est resté à domicile que tous les deux. Je n'ai pas forcément réussi à trouver des aides à domicile non plus à remettre en place tout de suite. Petit à petit, on a pu en remettre en place un petit peu sur le système qu'on avait avant, donc avec beaucoup de présence de l'extérieur. Et voilà. Et là, j'ai fait, entre guillemets, l'erreur de me détacher de la situation à nouveau. Je dis à nouveau parce que c'est vrai que sur 10 ans, il y a eu pas mal d'essais, erreurs avant de trouver ce qui me paraît être le bon système, en tout cas en ce moment. Et voilà. Et là, à partir du moment où on a remis en place des aides à domicile, on retrouvait tout un tas de choses positives qu'on n'avait plus comme contrainte de l'EHPAD, c'est-à-dire que d'un seul coup, on retrouvait notre parent, on retrouvait la responsabilité et notre mot à dire. Enfin, voilà, on se sentait quand même plus à notre place et écouté. Et lui, beaucoup mieux pris en charge et soigné, ça c'est évident. Par contre, c'est quand même pas parfait. Et là, il aura fallu encore plusieurs années un petit peu à nouveau à se débattre avec les difficultés du maintien à domicile pour finalement arriver là un peu un heureux
c'est un peu dur de dire heureux hasard parce que je sais que ça a été très très difficile pour la plupart et même nous, ça a été hyper dur en fait les premiers mois. Mais la conclusion du confinement, c'est que du coup, ça m'a forcé en fait à revenir à nouveau à domicile parce que du coup, j'avais essayé de refuir entre les deux, on va dire, entre le retour à l'EHPAD et… Du coup, moi, on avait échangé à ce sujet-là, hein, quand votre papa était revenu, vous me disiez que vous aviez du mal à vous engager du coup dans une recherche professionnelle, etc. Parce que vous aviez au départ recherché à garder la disponibilité. Je reviens sur ce qu'on avait eu l'occasion de dire avec Anaïs, la difficulté de concilier vie d'aidant et vie professionnelle. Pour vous aussi, ça a été le cas parce que vous recherchiez des missions, mais avec, voilà, vous permettant de concilier cette… Alors, en effet, j'ai un peu sauté trop vite quelques années, mais en effet, ouais, c'est vrai qu'il y a toute cette partie-là hyper dure. Bah, déjà, il faut dire que les 6 premiers mois où il est rentré, bah, en fait, j'ai arrêté toute activité professionnelle à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais intermittente du spectacle, donc j'avais refusé toutes les missions, tous les projets qu'on me proposait. Vraiment à contre-cœur en plus au début, mais là, il y a un moment donné, voilà, fallait faire un choix, fallait démarrer la mise en place du maintien à domicile ou prendre une décision. Et après cette période-là, quand même, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, peut-être que ce métier-là ne convient plus non plus parce que c'est très prenant aussi. C'est vrai que voilà, quand on est sur un tournage, c'est assez particulier. Pendant 3 mois, on est en non-stop que sur ce projet-là, parfois plus. Et puis après, à l'inverse, d'accord, on a des longues plages de repos, mais on a d'autres choses aussi à préparer, d'autres choses qui se mettent en place. Voilà. Donc je me suis dit, je vais essayer une autre façon de faire en travaillant peut-être plus avec des intérims, par exemple. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai essayé plusieurs modèles professionnels, mais comme le dit Anaïs, on est obligé de mettre à la baisse toutes nos ambitions professionnelles, parce que là aussi, à un moment donné, en fait, on ne peut pas exceller partout, on ne peut pas mener des doubles vies en parallèle parfaites dans tous les sens, c'est impossible. On est vraiment obligé de faire des choix et de ramener à la baisse les choses. Et même là, en faisant encore ces concessions-là, donc du coup, là, j'ai essayé de faire à peu près 10 jours pour moi, entre guillemets, et 10 jours pour la maison. Donc c'est un peu particulier et atypique comme façon de vivre aussi, mais voilà, je me suis dit, bon, on va essayer ça comme ça. Ça a fonctionné, voilà, un petit peu, mais en vrai, c'était pas parfait non plus. Il y avait pas mal d'inconvénients qui venaient là-dedans, et puis professionnellement, il y a un moment donné, je m'y retrouvais pas non plus, en fait. Pas du tout, quoi. Je restais hyper éloignée de ce qui m'animait le plus. Et en plus, au niveau des soins et du maintien à domicile, voilà, il y avait énormément de choses qui continuaient à m'échapper quand même. Et voilà, et beaucoup de frustration aussi, parce que c'est pareil, même si on part entre guillemets que 10 jours ou que 15 jours, quand on revient, en fait, c'est entre guillemets le bazar. Il y a encore plein de choses à revoir, et avec les aides à domicile, et voilà, dans l'organisation de la maison, il se passe plein de choses en fait en 10 ou 15 jours pour du maintien à domicile, c'était pas… pour moi, c'était autant de tension que le schéma que j'avais avant, le schéma de vie que j'avais avant. Voilà. Et puis donc, le Covid arrive, le premier confinement est annoncé, et là, du coup, vous décidez de vous réinstaller chez votre père. Oui, là moi, je m'étais un peu mis en mode, bon, c'est vrai que c'était tellement particulier, voilà, on ne savait pas à quoi s'attendre non plus. Il y en a beaucoup d'ailleurs, là encore, qui m'ont encouragée, qui m'ont dit, mais tu aurais pu rester chez toi finalement, voilà, tout était en place, il fallait que ça continue comme ça. Moi, je ne le voyais pas du tout comme ça. Pour moi, ma place était vraiment à ses côtés. S'il se passait quoi que ce soit, voilà, il fallait qu'il y ait quelqu'un à bord du navire, entre guillemets, et voilà, ma place était évidemment là. Par contre, c'est vrai que ce qui n'était pas évident, c'est qu'en plus du stress, de tout le contexte qui était quand même hyper particulier, il a fallu que je me refasse une place en fait à la maison. Parce que du coup, tout était mis en place pour voilà, que ça tienne à peu près en fonctionnement sans nous. Donc moi, d'être à nouveau là, 24 heures sur 24 à la maison, ça a créé encore plus de tension que le contexte même du confinement. C'était vraiment voilà, beaucoup de choses à remettre en place. Et voilà, et il a fallu petit à petit que… Mais ça a pris vraiment, ça s'est étalé sur encore des mois. Hein. Il m'a fallu encore 6 ou 8 mois pour vraiment finir de retrouver ma place petit à petit. Et là, c'est vraiment l'assise mort. C'est vraiment à force de d'effeuiller ce qu'on avait mis en place. Et pareil, pas du tout soutenu non plus par mon entourage, parce que ça leur faisait peur, en fait. Ils se disaient un peu, mais voilà, on s'est cassé la tête pour mettre tout ça en place, et là, qu'est-ce qu'elle nous fait, quoi. En fait, elle est en train de tout déstructurer, genre, c'est pas possible. Donc voilà, donc là aussi, c'est important à souligner que oui, on n'est pas forcément soutenu dans cette démarche-là, que ça fait peur à tout le monde, que c'est éprouvant pour tout le monde, mais qu'à un moment donné, si on se sent appelé
à faire des changements, il ne faut pas hésiter non plus à les faire. Parce que même ce qui était mis en place là, et qui semblait, entre guillemets, le mieux qu'on puisse faire ou le plus parfait, ne l'était pas du tout. C'est pour ça que voilà, j'ai commencé pour préciser, effectivement, c'est que vous avez fait le choix de mettre fin aux interventions de professionnels extérieurs pour, derrière, vous investir auprès de votre père. Et donc, pour ça, vous avez profité de la possibilité offerte par l'APA d'être rémunéré en tant qu'aide professionnelle, enfin, entre guillemets, de votre père. Et donc, voilà, c'est le choix que vous avez fait et qui, paradoxalement, vous m'avez dit aussi lors de notre échange, vous a libéré. Complètement, ouais. Alors ça s'est vraiment fait petit à petit, hein. Là encore, je pensais pas du tout ni me plaire là-dedans, ni en être capable. Donc ça, je tiens bien à le préciser parce que, encore une fois, c'est pas une démarche qui est forcément évidente pour tout le monde. Je vois que quelques auxiliaires de vie, de métiers qui font ce choix-là, mais sinon, les gens n'osent pas faire ça. Déjà parce que c'est pas forcément valorisé, on s'en sent pas capable non plus. Enfin voilà, on a l'impression que c'est justement qu'on n'est pas à notre place, quoi. Et voilà, et c'est vrai que c'est un peu pareil par défaut que j'ai fini par assumer ce choix-là, parce que je pense en fait je l'avais fait en moi depuis longtemps, mais j'osais pas. Je pense que c'est ça qui a dû se passer. Et là, c'est encore à la rentrée là en septembre où en fait j'arrivais toujours pas à remettre en place un équilibre avec des aides à domicile qui acceptent ma présence quotidienne aussi importante en fait, vraiment, enfin voilà, dans l'organisation, alors qu'avant elles étaient entre guillemets un peu en autonomie. Et voilà, et là il y a des choses qui collaient plus, quoi. On avait beau essayer avec les mêmes personnes, ça collait plus. Très rapidement, on a eu des complications au niveau de l'état de santé de mon père aussi. Donc on s'est retrouvé en hospitalisation à domicile, voilà. Et là, pour moi, ça a été un peu un moment de panique parce que d'un seul coup, impossible de retrouver des personnes qui nous conviennent pour remettre une équipe en place, on va dire. Et je me suis retrouvée vraiment paniquée de me retrouver toute seule, mais en même temps soulagée aussi. J'ai tout de suite vu, voilà, ça fait peur, mais en même temps, ouf, on se retrouve un petit peu chez soi, tranquille, avec son père, à son rythme, voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte, mais oui, en fait, c'est un choix qui peut et qui doit être assumé avec beaucoup plus de légèreté et de fierté aussi. Je pense qu'il faut être fier de faire des choix comme ça. Et puis ouais, il y a tout un travail, je pense, de revalorisation aussi à faire autour du maintien à domicile et de s'occuper, qu'est-ce que c'est de s'occuper d'un humain, quoi. Là, c'est vrai qu'on le dévalorise énormément quand il s'agit de nos parents. Par contre, quand il s'agit de nos enfants, ça paraît tout à fait normal qu'on fasse cette démarche-là. Donc voilà, moi je suis en train de redécouvrir un petit peu ça aussi. Et c'est vrai que pour préciser, vous m'aviez bien dit que cette décision-là, c'était aussi le fruit d'un cheminement personnel, spirituel, enfin, voilà, c'était votre cheminement à vous. Hein. Ouais. Ça m'a demandé énormément de remise en question. Et voilà, ça s'est pas fait en 2 secondes et tout en douceur et en simplicité. Ouais, ça a été un cheminement personnel hyper important. Le confinement, quelque part, a aidé là-dedans aussi parce qu'on était tous collectivement, entre guillemets, enfermés. Donc, ce que j'aurais pu ne pas accepter du tout, moi qui est hyper autonome et indépendante, là, d'un seul coup, je l'ai accepté, mais avec joie, parce que d'un seul coup, je me disais, ah, tout le monde vit ce que les aidants vivent, enfin, les aidants qui sont à domicile, en tout cas, vivent au quotidien, en fait, le fait d'être enfermé, enfin, vraiment à la maison. C'est-à-dire que je ne peux pas aller faire une course si je suis seule avec mon père, il me faut un relais quand même, quoi. Donc ça, c'est assez particulier quand même à vivre, quoi. Donc voilà, et après, je pense qu'il faut beaucoup d'imagination aussi pour se dire qu'on va le vivre autrement. Donc moi, du coup, vraiment, il y a l'image du bateau qui m'est venue très facilement dès le premier confinement. Je me suis dit, bon, écoute, là, c'est bon. C'est comme si on était tous ensemble sur un bateau. Et oui, on ne peut pas sortir du bateau comme ça en pleine mer. Donc, il faut attendre le prochain relais, qu'on arrive à bon port. Voilà. Et en fait, je continue à vivre. Du coup, c'est vraiment grâce, c'est bizarre à dire, hein, mais c'est vraiment grâce pour moi au premier confinement que j'ai réussi, voilà, à accepter ce rythme de vie complètement décalé de la norme. Et le fait vraiment de l'avoir vécu collectivement, ouais, ça m'a enlevé un poids immense, en fait. Parce que d'un seul coup, je me sentais beaucoup moins en décalage avec tout le monde et ça m'a permis d'assumer plus facilement tout ça. Et c'est vraiment, voilà, par la contrainte que j'ai découvert, en fait, une forme de liberté immense, quoi, que je n'avais pas avant. Et une autre chose aussi qui n'est pas forcément évidente, parce qu'on pourrait croire l'inverse, que quand on devient aidant, on ne prend pas soin de soi et ceci et cela. Pour moi, ça a été exactement l'inverse. J'ai été obligée aussi à un moment donné de faire des choix. J'avais plus assez d'énergie et pour m'occuper de mon père et pour moi tenir le coup et pour perdre de l'énergie avec des choses qui ne me convenaient plus.
Donc là, en effet, il y a eu un énorme tri et dans mes occupations et dans les conversations ou enfin, voilà, les échanges sociaux, entre guillemets, que je pouvais avoir avec certains amis ou certaines personnes de la famille. Voilà. Là, c'est pareil, il y a un moment donné, il faut choisir aussi, il faut faire un tri. Et du coup, voilà, ce temps gagné m'a permis et de mieux prendre soin de lui et de mieux prendre soin de moi. Et pareil, en prenant mieux soin de moi aussi, bah, je peux réinvestir ça dans l'accompagnement que je vais faire avec lui. Du coup, lui va mieux aussi, il y a un impact direct qui s'est fait sur les mois qui ont suivi. Et voilà, et puis bah, là, on retombe dans un cercle vertueux où moi, ça me donne de l'énergie de le voir bien. Et puis s'il n'est pas bien, moi, comme j'ai repris des forces aussi, et ben du coup, hop, plus facilement, je vais avoir, enfin, voilà, je vais avoir une facilité à passer à faire un petit peu d'humour ou enfin, voilà, ou faire un petit côté un petit peu spectacle même pour, pour le divertir ou faire passer certaines choses avec plus de douceur. Et voilà, et puis on se retrouve beaucoup plus facilement à sortir de moments plus durs. Voilà, donc on revient plus dans un cercle vertueux, ce qui n'empêche pas, encore une fois, qu'il y ait des moments quand même qui restent durs parfois, et puis voilà, et puis parfois des nuits blanches, on ne sait pas pourquoi, et puis voilà, ça reste, oui, ça reste présent, quoi. Mais en tout cas, moi, je trouve, allez-y, ouais. Oui, vous avez quand même gardé quelques heures d'intervention professionnelle qui vous permettent, vous, de… Complètement. Donc là, j'ai réduit au minimum, encore une fois, enfin pareil, au départ, en me disant un petit peu, c'est temporaire, le temps que je trouve quelqu'un de bien, quoi. Et puis en fait, je me rends compte que ça me convient plutôt pas mal. Donc en effet, oui, j'ai deux interventions par semaine, plus un relais de mon frère, là aussi qui est assez sécurisant, parce que voilà, je sais que même si on n'a pas forcément toujours la même vision de la maladie ou des choses à mettre en place, enfin voilà, je suis quand même assez sécurisée, je sais que je peux me libérer sur ce temps-là aussi, et penser à autre chose, faire autre chose, enfin voilà. Ça, c'est important, oui, de garder un relais. Pas forcément quelqu'un qui va s'occuper directement de son proche, mais au moins qui ait une présence à domicile qui nous permette d'aller marcher, de nous ressourcer, ou d'aller faire une course, n'importe quoi. Ça, oui, c'est hyper important. Ouais. Mais en effet, là où là où il y a moins de pression, c'est que du coup, je ne cherche plus une personne parfaite pour me remplacer quand je ne suis pas là ou s'occuper de lui. Quoi. Ça, c'est fini. Et du coup, ça me permet d'être 1000 fois plus détendue avec la personne qui prend le relais parce que moi, je suis contente qu'elle arrive. Comme ça, hop, voilà. Et ouais, il n'y a plus toute cette tension-là autour du maintien à domicile. Ça, c'est vrai que, ouais. Là, maintenant, à nouveau, voilà, je me sens chez moi, avec un père que je redécouvre. Hein. Enfin, c'est pareil, c'est des relations qu'on reconstruit, mais l'évolution est immense par rapport à tout le cheminement qu'il y a eu et ce que ça a été. Et les difficultés que ça peut paraître aussi, c'est ça qui est compliqué. C'est vrai que ça peut paraître quelque chose de complètement infaisable, compliqué, désagréable à vivre, alors que pas du tout. En fait, il y a un champ d'expérimentation et de créativité assez immense, en fait. Il y a plein de choses à mettre en place à domicile, mais du coup, il faut s'éclater à le faire, par contre. Effectivement, parmi les choses que vous aviez en commun, Anaïs et Sophie, hein, c'est que voilà, vous avez été aidantes très jeune, et donc vous avez lancé avec d'autres jeunes aidants un collectif, le collectif des jeunes adultes aidants. Est-ce que vous voulez nous présenter un peu l'origine du projet, enfin voilà, d'où est né comment a été créé le collectif? Alors, je ne sais pas si c'est Anaïs ou Sophie qui veut parler. Le collectif, il est né lors d'un groupe de parole en fait organisé par Émilie Gabillet, qui est psychologue à l'ETLA 7, qui a réuni en fait des jeunes adultes aidants qu'elle accompagnait. Et on s'est rencontrés, alors je crois que c'était il y a 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, 3 ans ou 4 ans. Et en fait, on est allé boire un verre après, et puis on s'est mis en contact, on a créé un groupe WhatsApp, et puis voilà, on s'est mis en lien, on s'est rendu compte que ça faisait du bien de parler ensemble, qu'on se reconnaissait aussi dans ce qu'on vivait. Et du coup, Anaïs, oui. Que l'échange entre pairs, PIRS, voilà, avec d'autres jeunes qui vivaient la même chose que vous, ça avait beaucoup aidé. Ouais, était très important, et en fait, ça nous a donné de l'élan, de l'énergie pour lancer des actions. Parce qu'on s'est vu face à des problématiques aussi, notamment de droits qu'on n'avait pas. Il n'y a pas de statut d'aidant, il n'y avait pas de congé d'aidant.
je pense qu'on peut encore faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, il y a plein de choses qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'organisation, d'accompagnement, il n'y a pas de site qui répertorie toute l'information, par exemple, pour les jeunes, pour les aidants en général, en fait, parce que on court après l'information en permanence. Des fois, on l'a trop tard. Des fois, on l'a appris quelques mois par quelqu'un, par hasard. Enfin, voilà, c'est compliqué. Du coup, on a fait un... Pour Oui. compléter ce que vous disiez, effectivement, il y a beaucoup de sites pour les personnes âgées, mais vous, votre proche était en dessous des 60 ans, et donc c'est un autre accompagnement, d'autres types d'aides. Ce n'est pas forcément facilement visible de l'extérieur. Oui, mais même en fait, pour les, enfin, oui, il y a ça effectivement aussi, mais moi je dirais globalement sur Alzheimer, il y a des associations qui peuvent vous accompagner, mais il n'y a pas de site qui répertorie toute l'information en fait. Enfin, c'est compliqué. Ou alors je ne l'ai pas trouvé, c'est peut-être moi, mais l'information, on courait en permanence après. Et effectivement, nos parents sont jeunes en fait, ils sont tombés malades pour certains même avant 60 ans. Ma mère avait un petit peu plus de 60 ans et effectivement, comme certains dans le collectif qui maintenant ont leur mère en EHPAD, les EHPAD sont pas non plus faits en fait pour ces personnes-là. En fait, ils sont jeunes encore, donc ils sont en forme physiquement. Ils perdent des capacités d'autonomie, enfin, ils perdent la mémoire, il y a de l'autonomie qui est moins là, mais ils sont quand même en forme. Du coup, il leur faut des activités qui les fassent bouger. Ils sont encore curieux. Ma mère, elle a encore plein de curiosité. Et effectivement, tout ça n'est pas adapté. Donc voilà. Et donc ce collectif, c'était l'occasion d'échanger ensemble, mais pas que. Oui, on a, dans les actions qu'on a faites juste avant le confinement, on avait commencé à prendre contact avec des députés, en fait. On a eu des rendez-vous. Donc, on a fait une tribune qui a été d'ailleurs publiée dans le Huffington Post il n'y a pas très longtemps, mais qui est née il y a déjà bien 2-3 ans qu'on avait commencé à rédiger. Et on a commencé aussi à élaborer des recommandations sur la base de nos besoins identifiés dans le collectif. Donc c'est vraiment la première action en fait qu'on a faite. On a décidé de poser sur le papier ce dont on avait besoin en termes de droit, en termes de structure juridique ou organisationnelle en fait, qui nous aurait aidé. Enfin voilà, c'est en tout cas des recommandations qui viennent de contextes de jeunes trentenaires, de jeunes qui font des études ou en tout cas qui ont une vie active et qui ont besoin d'avoir du temps pour s'occuper de leurs parents aussi. Et du coup, donc vous avez ce groupe WhatsApp qui vous permet d'échanger entre vous. Je crois que vous avez aussi une page Facebook pour essayer de toucher, de toucher là où ils sont les autres jeunes adultes aidants. Oui, la page Facebook, c'est vrai que va permettre justement peut-être de rencontrer d'autres jeunes adultes aidants, enfin, sur le territoire en fait, parce que là on est quand même assez localisé sur Paris. Et c'est vrai que moi, une des premières recherches que j'avais faites pour trouver du soutien et des gens qui vivaient un peu la même chose que moi, c'était ça. Mon premier réflexe, c'est vrai que ça a été de regarder sur les réseaux sociaux et je trouvais rien. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà, au moins comme ça, si jamais enfin, il y a ce besoin-là, il y a d'autres jeunes qui cherchent ce genre de soutien, d'identification, voilà, au moins là, il y aura quelque chose. Donc oui, ça va être un peu un lieu, voilà, un lieu de parole et d'échange, de soutien aussi. Et puis oui, ça vient complètement compléter le groupe à côté qui est un peu plus actif politiquement, mais c'est vrai que ça ne permet pas non plus à tout le monde d'agir dans ce sens-là. Donc voilà, chacun a son rythme. Et puis ouais, voilà, la page Facebook est vraiment ouverte voilà, à tous les jeunes adultes aidants. De plus en plus, je suis en train de rencontrer d'ailleurs des gens qui ne s'occupent pas forcément que de leurs parents avec des maladies évolutives comme ce qui nous avait réunis initialement. Et ça permet de se rendre compte aussi que voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce milieu-là et pour les jeunes adultes aidants. C'est vrai que chaque situation est assez singulière. Il y a beaucoup de travail, même entre nous. De toute façon, on s'en rend bien compte. Enfin, il n'y en a pas deux qui vivent exactement la même chose, quoi. On vit des choses qui se ressemblent, mais qui sont vraiment différentes aussi, quoi. Donc, ouais.
Et du coup, si vous aviez un message que vous souhaitiez faire passer aujourd'hui au pouvoir public, qu'est-ce que ça serait? Si vous deviez choisir un message clé pour aujourd'hui. Alors, je pense que l'idée principale qui se dégage de tout ça, c'est d'aider les aidants, les jeunes adultes aidants, soit pour le maintien au domicile, qui est quand même voilà, assez particulier et sécurisant pour tout ce qu'Anaïs a souligné, du fait que les EHPAD ne sont pas adaptés en fait, à des jeunes retraités, quoi. Et du coup, en parallèle de ça, proposer des structures adaptées ou réaménager un espace, entre guillemets, dans les EHPAD, plus pour cette partie-là, pour ces gens qui sont un peu dans un entre-deux aussi. Je pense que c'est vraiment le double travail à faire, quoi. Parce que le maintien à domicile est aussi un vrai casse-tête. Il ne faut pas croire que tout est rose. Là, aujourd'hui, voilà, je donne un exemple qui donne l'impression que tout va bien, mais pendant 10 ans, en fait, ça a été... voilà, je me suis débattue comme j'ai pu. Ça a été très difficile pour notre fratrie, et c'est le témoignage que je vis tous les jours, en fait. Et on n'est pas au maintien à domicile, en fait. C'est très, très dur. Donc, c'est vraiment ça. Ce serait, oui, développer des aides spécifiques pour le maintien à domicile, un peu comme ce qu'on a comme structure quand on arrive en HAD, en fait, d'avoir des équipes qui nous suivent et un financement aussi pour ça, pour nous aider à ça, et en même temps, voilà, des structures plus adaptées que les EHPAD, ouais. Ouais. Un petit peu sur le système des genres de colocation, en fait, je crois que c'est l'association Hippocampe qui a un projet comme ça. Voilà, c'est peut-être des choses qui seraient à développer, quoi. Où, nos parents, voilà, pourraient être mis en colocation avec une structure médicalisée autour d'eux, mais voilà, c'est avec déjà des plus petits effectifs. Et puis surtout, les aidants retrouvent leur place, parce que le problème de l'EHPAD aussi, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où on place notre parent dans ce genre de structure, on n'a plus notre mot à dire, en fait. On nous vole notre parent, quoi. Donc ça ne va pas du tout non plus. On fait partie du processus de maintien de l'autonomie, et je pense que c'est bon pour tout le monde si c'est rapidement compris, là, parce qu'il y a urgence aussi. Et moi, je rajouterais un point qui a été partagé sur le groupe WhatsApp. Justement, on a demandé un petit peu au collectif, à ceux et celles qui n'ont pas pu être là. Et justement, dans le contexte actuel aussi, elles appuyaient sur le fait que justement, en fait, nos parents jeunes, entre 60 et 70 ans, qui sont en EHPAD actuellement, se sont retrouvés aussi pris aussi dans cette crise sanitaire alors qu'ils étaient plus jeunes. En fait, ils sont donc moins susceptibles, enfin en tout cas, ce qu'elles en disent, elles, pour les personnes aidantes qui ont leurs parents en EHPAD, c'est que la crise sanitaire aussi a mis en lumière que c'est peut-être maintenant qu'il faut aussi ce projet de loi dépendance, et on ne sait pas où ça en est, mais c'est important d'avoir une loi, justement, comme disait Sophie, pour nous accompagner au mieux, et comment dire, il faut que ça soit institutionnalisé, parce que j'ai l'impression que chaque EHPAD aussi fait un petit peu comme il peut, enfin voilà, est transparent, c'est super, mais c'est pas, voilà, il faut une loi un petit peu plus claire pour nous accompagner et mettre les choses de manière claire, enfin voilà, pour accompagner nos parents jeunes et nous en tant qu'aidants, quoi. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux aidants qui nous écoutent, et notamment les jeunes adultes aidants? Oui, moi, je peux commencer. C'est vrai que la première chose que j'aurais envie de leur dire, c'est ne baisser surtout pas les bras, quoi. Même si là, pile maintenant, ça paraît impossible d'avancer, il y a toujours un moment donné où voilà, le puzzle va finir par se mettre en place. Il y a des choses qui vont arriver, et il ne faut surtout pas baisser les bras. Voilà. Pour moi c'est ça. Et puis voilà, bien prendre soin de soi pour pouvoir bien prendre soin de son proche, mais surtout ne pas mettre de côté son proche non plus trop vite, parce qu'on est énormément poussé à ça. Et voilà, c'est nos parents, maintenant ils deviennent nos enfants, et c'est à nous de prendre soin d'eux. Voilà. Agnès, vous souhaitiez compléter? Non, ouais, c'est juste pour dire que s'ils ont besoin d'échanger, ou en tout cas de poser des questions, il y a une page Facebook qu'on a créée, qu'on essaie de faire vivre, et du coup qu'ils n'hésitent pas. Voilà. Nous, on a un collectif aussi, pareil, s'ils veulent nous contacter, on est ouvert, et puis voilà, on va essayer de continuer les actions, même si on est tous et toutes très prises et que c'est difficile d'avancer avec dans nos vies personnelles, en plus de voilà,
d'être aidante. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Vous pourrez la retrouver en replay. Vous retrouverez aussi la tribune dans un lien qui vous sera mis sous le replay, de même que le groupe Facebook Jeunes Adultes Aidants. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est sur inscription, si je me souviens bien. Donc, n'hésitez pas à retrouver ces jeunes adultes par ce biais-là. Merci beaucoup, Anaïs. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. D'avoir accepté de témoigner, de vous livrer aussi et puis de partager un peu votre expérience. Pour vous accompagner depuis pas mal d'années, voilà, je trouve assez bluffant le cheminement que vous parcourez, les choix que vous posez aussi. Donc, ouais, voilà, je peux être témoin de ça, parce que pour certaines personnes, ça fait longtemps que je vous accompagne. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Et puis, merci d'avoir participé à l'émission. Merci d'avoir été présent pour l'émission. On se retrouve le 18 février prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt.